Merci, merci, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur le directeur de la composante. Bonsoir, madame la coordinatrice de Sinafrica. Bonsoir, la chargée de la coopération, EM Gabon et l'extérieur. Bonsoir, chers étudiants. Merci. Alors, tout à l'heure, l'intervenant qui est passé il y a quelques instants a parlé de collaboration. Il a parlé de coopération. Il a parlé d'échange. Il a parlé également d'opportunité. Donc ça, c'est un cadre d'opportunité. C'est parce que c'est un cadre d'opportunité que j'ai décidé, n'est-ce pas, de présenter un tout petit peu quelques extraits, n'est-ce pas, de mon travail de recherche. Parce que c'est un cadre d'opportunité. Alors, avant de présenter l'intérêt, ou bien avant de rentrer dans l'intérêt à l'éducation du thème, ce qu'il faut dire, c'est que la cochenille blanche fait beaucoup de ravages. La cochenille blanche fait partie de l'ordre des insectes hémiptères. Ce sont des insectes piqueurs-suceurs, c'est-à-dire à partir de leur appareil buccal, ils piquent, ils sucent la sève de la plante et les dégâts s'en suivent. Alors, pour ce qui est des cochenilles, retenez qu'au niveau des cochenilles, nous avons 8000 espèces de cochenilles dans le monde actuellement. 8000 espèces. Vous avez 1150 genres de cochenilles et vous avez 32 familles de cochenilles. Et parmi les 32 familles, vous avez 3 familles qui ont des espèces qui sont très destructrices, n'est-ce pas, au niveau du monde végétal. OK? Et parmi ces 3 familles, vous avez la famille des Diaspididés, la famille des Coccidés et la famille des Pseudococcidés. Donc, la famille la plus importante parmi les 3, c'est la famille des Diaspididés à laquelle appartient la cochenille blanche du manioc, qu'on appelle Aonidomytilus albus. Si on peut revenir sur la thématique, s'il vous plaît. Aonidomytilus albus. OK? Ça, c'est la cochenille qui fait rage sur le manioc. C'est parce que le manioc est notre aliment de base. On est obligé effectivement de s'intéresser à ces problèmes. Aujourd'hui, le manioc est confronté à un problème de virus. C'est la mosaïque que vous connaissez. Je suis sûr que vous l'avez vu dans le cadre de vos stages de DMR, découverte de milieu rural. À côté de la mosaïque, il y a la maladie qui fait la poudre blanche sur les tiges de manioc. Au moins un producteur sur 2 espace plein de ce ravageur. Et donc, du coup, la situation est que si nous ne faisons pas attention, parce que la situation, elle est très alarmante au stade actuel en milieu paysan, avec ce ravageur. Donc, avec la mosaïque, avec la cochenille du manioc. Ça veut dire que la cochenille du manioc associée à la mosaïque du manioc, alors là, on va arriver à un moment où le manioc qui coûte aujourd'hui le bâton à 300, 500 va passer à 1000 francs sur le marché parce que les paysans vont avoir du mal à produire du manioc face à ces 2 fléaux. D'où l'intérêt pour nous de s'intéresser à la problématique. D'où l'intérêt pour nous de faire la présentation effectivement de ce problème dans le cadre de cet atelier. Et donc, au stade actuel, il n'y a pas de travaux, n'est-ce pas, qui ont été faits sur ce ravageur. Les derniers travaux qui ont été faits sur un autre type de cochenille remontent à 1975. De 1975 à 2023, vous voyez le temps que ça fait. Les derniers travaux encore en lien avec une autre forme de cochenille qui n'a rien à voir avec celle dont je vous présente là, date de 2009. De 2009 à 2023, c'est beaucoup d'années. Vous comprenez que
l'heure est grave. À un moment donné, la recherche obligée, n'est-ce pas, de regarder le problème avec beaucoup d'insistance, de manière à essayer d'apporter des solutions, n'est-ce pas, aux paysans. Des solutions, n'est-ce pas, qui vont effectivement amener à une meilleure productivité du manioc, n'est-ce pas, à l'échelle nationale. On peut évoluer, s'il vous plaît. Alors, sur le plan mondial, vous voyez la distribution, n'est-ce pas, d'Aonidum albus. Donc, on a l'Amérique du Sud, on a l'Amérique du Nord. Au niveau de l'Amérique du Sud, vous avez le Brésil, vous avez ensuite l'Argentine et toute la partie nord de l'Amérique. Et vous avez le phénomène qui progresse au niveau de l'Afrique, notamment au niveau du Bénin. À côté, vous avez le Nigeria. En dessous, vous avez l'Angola et toute l'Afrique de l'Est, notamment le Kenya, la Tanzanie et une partie, n'est-ce pas, de l'Afrique du Sud. Et après, à côté, vous avez la partie de l'Asie, où, effectivement, ce ravageur sévit déjà sur les plantations de manioc. Et donc, on est en train de penser aujourd'hui que le problème n'existe pas au Gabon. Le problème, elle est bel et bien présent au Gabon. Mais la seule difficulté, c'est que nous n'avons pas travaillé sur la problématique pour pouvoir remonter l'information scientifique de manière à ce que, lorsqu'on actualise cette cartographie, que le Gabon puisse apparaître comme étant un pays qui est touché par ce ravageur. OK? On peut évoluer? Diapo. Alors, la question que nous devons nous poser, c'est que quelles sont les caractéristiques, n'est-ce pas, de cette fameuse cochenille? Ou de manière générale, la cochenille se présente comment? Alors, nous allons retenir que la cochenille, elle est de petite taille, n'est-ce pas? Elle est de couleur blanchâtre, tout simplement. La cochenille, comme je l'ai dit tantôt, elle se nourrit de la sève des plantes parce que c'est un piqueur suceur. OK? La cochenille également sécrète une substance, n'est-ce pas, qu'on appelle le miel. OK? Le miel. Le miel, c'est une substance euh, qui est plus ou moins sucrée. D'accord? Alors, cette substance, elle est blanche et avec le temps, elle vire vers du noir pour développer ce qu'on appelle la fumagine. Ce qui fait que lorsque la fumagine se développe au niveau des feuilles, n'est-ce pas, des végétaux, il va y avoir un problème, c'est au niveau de la photosynthèse. Pour qu'il y ait une photosynthèse, il faut de la lumière. Il faut des feuilles qui sont bien développées et assez vertes. OK? La photosynthèse va conduire à la formation des sucres qui va, n'est-ce pas, rentrer dans le processus de développement de la plante. Et donc, vous voyez que si ces feuilles, n'est-ce pas, sont plus ou moins entachées d'un certain nombre de débris, donc ces feuilles ne pourront pas réaliser la photosynthèse. Je vous prends l'exemple, n'est-ce pas, de notre serre. Vous voyez la bâche? Lorsque cette bâche, elle est neuve, vous avez le rayon solaire qui fait son effet au niveau de nos cultures. Donc, au bout du temps, avec toute la buée, toute la poussière qui tombe dessus, il va y arriver que notre bâche soit complètement entachée de débris. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, la lumière ne va plus parvenir à accéder à nos cultures. Et à un moment donné, elles vont avoir du mal à faire de la photosynthèse. OK? Donc, c'est ce qui se passe à l'échelle de la plante. Donc, lorsque cette fumagine se développe au niveau des feuilles, effectivement, la feuille ne peut plus faire la photosynthèse, donc la plante ne peut plus se développer correctement. On est d'accord? Ensuite, les cochenilles blanches adultes sont ailées. C'est la forme ailée qui assure la dispersion, n'est-ce pas, du phénomène. OK? Sachant que là, au niveau des cochenilles, vous avez la forme mâle et la forme femelle. OK? La forme mâle, elle est généralement de petite taille. Et c'est celle-là, n'est-ce pas, qui va assurer la fécondation et donc la propagation, n'est-ce pas, des dommages. OK? La forme femelle n'est là
pour pouvoir pondre des œufs et reprendre, n'est-ce pas, le cycle de vie du ravageur. Diapo. Alors, là, vous avez le cycle de vie de la cochenille blanche. Alors, au premier stade, stade A, ce sont les œufs, qui sont petits. Et en dessous, point B, vous avez des larves de différentes tailles. Ensuite, la partie C, là, vous avez maintenant l'adulte femelle et l'adulte mâle qui est ailé, qui porte les ailes. L'adulte femelle, n'est-ce pas, ne porte pas d'ailes. Elle reste généralement fixée au niveau du matériel végétal pour se nourrir, OK? Et pour faire la ponte d'œufs. Et généralement, lorsqu'elle a fini de faire la ponte, elle finit par mourir. Et donc, c'est la descendance qui va continuer maintenant à faire des dégâts sur les cultures. Et à côté, s'il vous plaît, on peut revenir sur le diapo. Et à côté, vous avez un résumé, n'est-ce pas, du cycle, n'est-ce pas, de développement du ravageur. Donc, au niveau 1, c'est le stade E. Au niveau 2, vous avez les stades larvaires. Vous avez un premier stade larvaire où, après la naissance, vous avez des larves qui sont de très petite taille et qui font beaucoup de dégâts. Ce que vous devez retenir, c'est que au niveau, n'est-ce pas, du monde animal, généralement, c'est le stade larvaire qui fait beaucoup de dégâts au niveau de nos cultures. OK? Donc, lorsque vous devez mener des luttes, c'est le stade, n'est-ce pas, à travers lequel vous devez beaucoup plus insister en termes de lutte si vous voulez préserver vos cultures. Donc, à côté, vous avez les nymphes. Les nymphes ici, c'est un stade intermédiaire entre les larves et le stade adulte. C'est une métamorphose, n'est-ce pas, de la larve qui passe au stade nymphe et préparer le stade adulte. Diapo. Alors, tenez-vous bien. La cochenille blanche n'attaque pas que le manioc. OK? L'espèce que j'ai présentée tout à l'heure, elle est spécifique au manioc. Aonidum mytilus, c'est une espèce de cochenille qui est spécifique au manioc. On la retrouve plus sur le manioc. C'est elle qui fait beaucoup de dégâts sur le manioc. OK? Mais vous avez encore d'autres espèces, n'est-ce pas, qu'on va retrouver par exemple sur le bananier plantain, sur le palmier à huile, sur d'autres cultures fruitières, sur les plantes ornementales et même des cultures maraîchères. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez vu, s'il y en a qui ont été très curieux, on avait un bloc de bananier à côté de la serre. Alors, ce bloc de bananier était attaqué par effectivement les cochenilles. Ça a développé la fumagine. À un moment donné, le problème s'est propagé même sur certaines cultures maraîchères. Vous voyez un peu? Donc, parfois, on peut avoir des spécimens qui sont spécifiques aux bananiers, mais qui vont trouver une certaine adaptation au niveau des cultures maraîchères. Dès qu'elles trouvent à manger, eh bien, elles vont, n'est-ce pas, se mettre à consommer d'autres cultures. D'accord? On peut évoluer? Diapo. Alors, quel est l'impact alors, n'est-ce pas, ces cochenilles au niveau de l'agriculture, principalement? Le thème, c'est cochenilles blanches, agriculture et biodiversité. Donc, nous devons faire le lien avec l'agriculture et la biodiversité. Le premier lien, quel est l'impact, n'est-ce pas, qu'on peut observer, n'est-ce pas, de la cochenille blanche au niveau de l'agriculture? Alors, le premier impact, c'est l'affaiblissement des plantes. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure par le phénomène de la photosynthèse. Donc, qui dit une photosynthèse, n'est-ce pas, qui ne se réalise pas, ça veut dire que la plante aura du mal à se développer. Si la plante a du mal à se développer, alors là, elle va avoir du mal à nous donner des rendements escomptés. OK? Ensuite, nous avons la transmission des maladies. Il arrive des moments où la cochenille, n'est-ce pas, peut effectivement servir de vecteur de maladie. Il suffit seulement qu'elle se pose sur une plante peut-être, on va dire, virale, n'est-ce pas? Elle va se mettre à piquer et à sucer la sève, n'est-ce pas, de la plante virusée. Elle va se déposer par la suite sur une plante saine
de la même famille, ah ben, c'est comme ça que le phénomène viral peut se propager d'une plante à une autre. Donc, à travers ce processus, la cochenille apparaît ici donc comme un vecteur de maladie. Je parlais des virus, ça peut être un problème fongique également. Donc, ensuite, nous avons le dépérissement des cultures. Dépérissement des cultures ici, c'est la mort de la plante, tout naturellement. Si on a une forte infestation, n'est-ce pas, de cochenilles sur une plante cultivée, naturellement, on peut arriver jusqu'à perdre effectivement cette plante. OK? Ensuite, nous avons des dommages esthétiques. Qu'est-ce que j'entends par dommages esthétiques? Je vous prends par exemple certains fruits de piment par exemple, ou certains légumes feuilles qu'on consomme. Une fois par exemple, la cochenille s'est développée sur ces légumes ou ces fruits. Effectivement, ce fameux dépôt noirâtre, on va l'observer, n'est-ce pas, au niveau des feuilles qui sont consommables. Donc, pour le commun des mortels qui arrive au niveau de votre parcelle, vous trouvez des planches ou bien des cultures légumières avec des feuilles entachées, n'est-ce pas, des substances noires. Donc, psychologiquement, c'est déjà un problème. Donc, sur le plan esthétique, bon, je prends du recul, je me dis là, il y a un problème. Je ne peux pas me permettre de pouvoir acheter, mieux consommer un tel légume ou un tel fruit. Donc, à ce niveau, vous avez des questions d'ordre esthétique. Et derrière les questions d'ordre esthétique, vous avez également un problème de dépréciation. C'est-à-dire que ce produit ne peut pas être commercialisé sur le marché. D'accord? Parce qu'il est de mauvaise qualité commerciale. Et on a également les coûts de gestion. Pourquoi les coûts de gestion? Parce qu'une fois la cochenille est là, bon, il faut que je trouve les voies et moyens pour l'éradiquer. Les voies et moyens pour l'éradiquer passent par quoi? Tout à l'heure, le collègue a parlé de l'utilisation des pesticides. Il y en a qui seraient peut-être tentés à utiliser systématiquement le pesticide. Mais entre-temps, on connaît les méfaits de l'usage des pesticides. On a vu les méfaits. Les méfaits contre le sol, les méfaits contre la biodiversité, c'est-à-dire les insectes utiles du milieu, les méfaits contre même l'acteur qui fait le traitement insecticide et les méfaits sur la plante cultivée. Donc, tout ça, sans oublier que le produit aura un coût. Donc, toute la stratégie, n'est-ce pas, de gestion que vous allez faire par rapport à la cochenille, la cochenille blanche, va avoir un coût, donc une dépense économique. Donc, voilà ce que je vais ressortir en termes de coût. Alors, le dernier point porte sur l'impact sur la biodiversité. Alors, le premier impact sur la biodiversité, c'est le déséquilibre écologique. Qu'est-ce que j'entends par déséquilibre écologique? C'est-à-dire qu'il peut y avoir une situation où vous avez beaucoup de cochenilles blanches, n'est-ce pas, au niveau d'un végétal. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va y avoir une perturbation, n'est-ce pas, des interactions au niveau de la plante, n'est-ce pas, et le ravageur. OK? Il peut y avoir même une interaction, une influence sur l'interaction au niveau des insectes utiles et des prédateurs. Vous voyez un peu? Et tout cela va contribuer, n'est-ce pas, à déséquilibrer la chaîne trophique, donc l'équilibre écologique. Et ensuite, nous avons une réduction de la diversité des insectes prédateurs. Mais comment ça peut se passer? Une fois on a des cochenilles qui sont dans le milieu en nombre important, vous savez, la cochenille a ceci de particulier, c'est-à-dire, lorsqu'elle est présente, vous avez des éléments précurseurs qui nous indiquent qu'il y a un problème au niveau de la plante. Vous avez des insectes, n'est-ce pas, qui apparaissent, qui sont utiles et qui se nourrissent effectivement du miel, n'est-ce pas, qui est sécrété par la cochenille. OK? Donc, il va arriver des situations où, si on a une forte, n'est-ce pas, composition du milieu en cochenille, ces cochenilles vont sécréter du miel et par la suite peuvent devenir après nocifs
ou les insectes utiles. C'est ce qui peut contribuer à la réduction de la diversité des insectes au niveau du milieu, insectes prédateurs. Et nous avons également un autre élément, c'est la perte de la biodiversité végétale. Il peut arriver que le fait d'avoir des attaques de cochenilles sur un certain nombre de végétaux qui sont en voie de disparition, lorsqu'on a une forte population de cochenilles qui sont attaquées par ces végétales peut arriver à disparaître. Mais comme il est en voie de disparition, naturellement, on peut arriver effectivement à le perdre et sinon à perdre l'ensemble de ces végétaux et qui se retrouvent, n'est-ce pas, attaqués par une proportion importante de cochenilles blanches. Et ensuite, nous avons l'utilisation accrue des pesticides, ce qui renvoie à ce que j'ai dit précédemment. OK? Le pesticide, généralement, aujourd'hui, nous n'avons pas encore trouvé des pesticides qui sont spécifiques aux cochenilles. Généralement, les pesticides de synthèse que nous avons, ils sont à large spectre. OK? Donc, ça veut dire que ça tue tout. Une fois que vous l'utilisez, vous êtes sûr de pouvoir tuer tous les acteurs du milieu, aussi bien ceux qui sont utiles que ceux qui sont dangereux pour les cultures. Et ensuite, nous avons l'impact sur les cultures sauvages qui revient à ce que j'ai parlé en termes de perte de biodiversité. Au niveau des cultures sauvages, nous avons également des cochenilles qui attaquent effectivement ce type de culture. Vous voyez qu'au niveau de la biodiversité, les cochenilles, autant ça fait des dégâts sur les plantes cultivées, autant ça a un impact sur la biodiversité. Donc, c'est une question très importante que nous devons regarder avec beaucoup de recul, de manière à ce que, à l'avenir, n'est-ce pas, on puisse trouver des solutions qui se posent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le manioc. Demain, ça peut être une culture maraîchère, ça peut être le bananier, ça peut être une culture fruitière. Donc, c'est sur ce que je vais arrêter mon intervention pour cet atelier. Merci.